à l'émission Dans mon jardin avec Larry Hudson. C'est un plaisir de vous accompagner cette saison. Bonjour Larry. Bonjour. Dis-moi, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déboulonner quelques mythes sur l'horticulture. Autrement dit, on va rendre le jardinage un petit peu plus facile pour les gens. Merveilleux. Et de mon côté, j'ai fait un petit tour chez Paradis Jardins et Accessoires. On vous montre ça tout à l'heure. Bonne émission. Nous voilà au Jardin Vanderland à Sainte-Foy. Très beau jardin public qu'on peut visiter n'importe quand durant la saison estivale. Toujours très beau et on tourne l'émission ici presque chaque semaine. Notre sujet aujourd'hui, c'est des mythes horticoles à déboulonner. Maintenant, si vous suivez l'émission depuis quelques années, vous allez dire oui. Mais il me semble que vous avez déjà fait ça. Ah oui, je l'ai fait 2 fois. Mais encore d'autres mythes. Donc, on continue. De temps à autre, c'est bien parce que quand on fait des choses pour rien, on perd de temps. Donc, on va essayer de corriger ces petites habitudes qui ne sont pas les bonnes. La première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est la bonne période pour le faire, c'est les pivoines et les fourmis. On entend 2 choses au sujet des pivoines et les fourmis qui courent sur les boutons floraux. La première que j'entends, mais les gens sont paniqués, c'est que « qu'est-ce que je fais? Les fourmis sont en train de manger mes pivoines! » Panique totale. L'autre est que « oh non, ils ne mangent pas les pivoines, mais les fourmis lèchent les pivoines et ça fait ouvrir les fleurs. » Ben voilà, c'est deux attitudes complètement opposées, mais ni l'un ni l'autre n'est correct. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que le pivoine fait sur le bouton floral du nectar. Et le produit pourquoi? Pour attirer les fourmis, parce que les fourmis sont bénéfiques. Les fourmis protègent les boutons d'autres prédateurs qui pourraient le manger. Donc, le pivoine veut des fourmis sur elle. Mais chose certaine, le fourmi n'a pas de langue. Donc, c'est certain qu'elle n'a pas léché les boutons. Mais c'est pas grave, on laisse faire. Le petit détail qui peut déranger encore, les gens disent « oui, mais je veux rentrer les fleurs à l'intérieur, faire un beau bouquet de pivoine. Je ne veux pas rentrer les fourmis avec. » Mais c'est facile, ça. Patientez un petit peu. Les fourmis s'en vont fin d'après-midi. Ils ne sont plus là. Prenez vos bouquets en début de soirée. Pas de problème du tout. On a réglé un problème. Puis les fourmis, on va les laisser vivre. Autre mythe qu'on entend très souvent, c'est l'idée qu'il faut laisser l'eau d'arrosage se reposer 24 heures avant de l'utiliser sur nos plantes intérieures, que ce soit une géranium comme ici ou n'importe quelle autre plante intérieure. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup de gens font très attention à ça. Et dans le fond, ils le font pour rien. Ça ne change rien du tout. J'explique. La théorie derrière ça, c'est que l'eau du robinet contient du chlore. Le chlore a été ajouté pour garder l'eau propre. Donc, c'est bénéfique pour les êtres humains. On ne veut pas avoir des maladies dans l'eau du robinet. Mais que le chlore serait toxique pour les plantes. La première chose à souligner, dès le départ, le chlore est quand même un minéral naturel, obligatoire. Les plantes en ont besoin pour vivre. S'il n'y avait pas de chlore dans l'eau ou dans le terreau, la pauvre plante ne pourrait pas survivre. Donc, déjà au départ, c'est un peu bizarre de dire que le chlore c'est toxique alors que le chlore est bénéfique. Mais peut-être en trop grosse quantité éventuellement. Mais ça n'arrive pas, effectivement. Donc, qu'est-ce que c'est qui cause le problème? Les gens veulent faire attention pour pas que les bouts des feuilles brunissent. On voit un cas ici, une plante araignée. Et si on regarde le bout de la feuille, elle est brune. Si vous demandez à bien les gens, ils disent « Ah ah, c'est le chlore qui a fait ça. » À cause du chlore. Trop de chlore, ça fait brunir la feuille. Ça fait assécher. Je prends un exemple encore plus clair. Ici, c'est une feuille de Dracena. Regardez comme la feuille est complètement séchée à l'extrémité. Si c'est à cause du chlore, bien, il faudrait faire attention. Mais ce n'est pas causé par le chlore. Quand vous avez un problème comme ça, le bout de feuille bruni, la cause principale est un manque d'eau. Le plant a été stressé par un manque d'eau. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, l'eau. L'eau se rend dans le sol en arrose, monte par les racines, monte la tige, commence à la base de la feuille, monte jusqu'à l'extrémité, puis s'il en manque, quelle partie n'aurait pas d'eau? La pointe. Donc, c'est là où ça sèche. Pas d'eau, sécheresse. Et les plantes qui souffrent de ces pointes-là, c'est lesquelles? Toujours des plantes avec des feuilles longues, quand l'eau ne se rend pas jusqu'au bout.
Donc, si vous arrosez bien votre plante araignée, votre dracéna, et vous le faites régulièrement, vous ne devrez pas avoir de problème. L'autre possibilité, si jamais votre sol est devenu trop alcalin avec le temps, avec trop de minéraux, ça peut causer une certaine toxicité. Et la même chose arrivera à la pointe brune. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, l'eau de robinet, prenez-le, l'utilisez directement. Ce n'est pas un problème pour les plantes intérieures, avec une exception. Il se trouve que les plantes carnivores, plantes insectivores, ne tolèrent pas les minéraux dans l'eau, d'aucune sorte. Pour ces plantes-là, il faut prendre soit l'eau de pluie ou l'eau distillée. Ces plantes-là, complètement à part, mais c'est les exceptions à la règle. Pour vos autres plantes, prenez l'eau de robinet, pas de problème. Et quant aux petites pointes brunes, est-ce que ça vous dérange tant que ça? Ma suggestion, reculez de quelques pas, vous ne verrez pas les pointes brunes. Problème réglé. Monsieur Paradis, c'est un privilège d'être dans votre immense superficie. C'est la première fois, moi, que je viens ici. Dites-moi, vous êtes leader ici dans le domaine de l'horticulture. Ça doit faire quand même plusieurs années que vous êtes ici. Oui, en effet, on est en entreprise familiale. C'est notre père qui a fondé le Centre Jardin en 1976. Oui. Ici même sur place. Puis en 98, moi et mon frère Mario, on a pris la relève. Donc, on est la deuxième génération au même endroit, en pleine expansion. Vous dites justement sur votre site, c'est une petite phrase qui m'a interpellée, que vous cultivez le bonheur. J'imagine que ça vient justement de cette passion-là qui est transmise depuis tellement... Oui, c'est nos parents, enfin mon père et ma mère, comme je vous expliquais, qui ont parti la compagnie, qui nous ont transmis les valeurs de travailler en équipe avec nos employés dans le bonheur. Donc, on veut que les gens mettent de la vie, mettent des fleurs, c'est vivant, c'est joyeux. Donc, c'est coloré. C'est coloré, c'est le printemps, c'est beau. Fait qu'on veut le transmettre aux clients, comme quoi que c'est facile, l'horticulture. Monsieur Paradis, qu'est-ce qui vous différencie de toutes les autres serres? Parce que vous avez une superficie ici qui est vraiment extraordinaire. Il y a même des gens qui viennent, qui se fait plusieurs années, puis qui connaissent pas tous les secteurs, toutes les sections qui offrent tous les services. Bien, en effet, on est un centre jardin complet d'un bout à l'autre. Totalement. Donc, ici, où on est présentement dans nos salles de production, on est le plus gros producteur d'annuels à Québec comme tel. Donc, on part nos annuels au mois de février. Après ça, on a le magasin intérieur, fleuristerie. La fleuristerie, qui est exceptionnelle. On a la meilleure équipe à Québec, le magasin, nos plantes tropicales, on a les produits en vrac, on a une excellente pépinière. Il y a quelque chose qui est spécifique ici aussi chez vous, c'est les plantes exotiques. Vous avez des palmiers, c'est une section extraordinaire. Oui, depuis, je dirais, un 4-5 ans, on est vraiment le plus gros vendeur de palmiers au Québec cette fois-ci. Oui. Donc, on a vraiment 3 serres consacrées juste pour les palmiers. Donc, c'est une grosse mode, une grosse tendance. Comme on dit, à défaut d'aller en Floride, bien, on l'amène dans notre cours pour la saison. Il y a un autre petit produit aussi qui vient me chercher, c'est l'aspect déco-style. Vous avez des combos possibles pour les gens qui veulent justement pouvoir essayer différentes plantes. Oui, les déco-styles, c'est des plantes vraiment qui ont été sélectionnées déjà en gros calibre. On produit le plus grand choix de déco-styles au Québec, encore une fois. Donc, puis on va les intégrer dans les prêts à emporter qu'on appelle. Donc, les gens qui n'ont pas d'idée, bien, ils vont arriver, ils peuvent partir avec un pot tout fait, vont mettre ça en avant de leur terrasse, la maison, et c'est déjà fait, c'est jardiné, leur jardinage est fait. Donc, on a un très, très, très grand éventail de ce côté-là. Avec différents combos possibles. Oui, différentes couleurs pour l'ombre, le soleil, différents formats de tous les prix. Les petits espaces. Les petits espaces, on va en faire même juste pour mettre sur une table, tout simplement, Oui. ou vraiment des gros montages, on veut parler d'un 36 pouces de haut, là. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui est grandissant chez vous, c'est l'aménagement des plantes à la fois naturelles et artificielles. Oui, au niveau de notre fleuristerie à l'intérieur, justement, les gens qui n'ont pas le pouce vert puis qui ont de la misère, bon, ben, maintenant, depuis 2-3 ans, on a vraiment une grosse sélection de fleurs permanentes qu'on va appeler, dans le fond, qui est de la fleur artificielle.
qu'on va créer encore une fois en prêt à emporter, que les gens peuvent mettre sur leur balcon, qui partent en vacances, bien, ils vont revenir, les fleurs vont rester belles, on s'entend, ça ne demande pas vraiment d'entretien. Oui. Donc, c'est un gros département qui est en pleine évolution pour les gens qui n'ont pas le pouce vert. Vous aviez aussi parlé tantôt, vite fait, de votre section en vrac. Vous offrez un service qui est quand même assez exceptionnel de ce côté-là aussi. Oui, encore une fois, pour les gens qui veulent sauver des sous, donc ils peuvent venir chercher la terre, la pierre en vrac. On fait la livraison au besoin ou si les gens n'ont pas de remorque, bien, on offre le prêt de la remorque. Donc, les gens vont arriver ici, ils ont juste leur boule sur leur voiture, on leur passe la remorque pour 2 heures, on leur met la terre, et ils partent avec ça. Ça, c'est vraiment sans frais. Wow! Fait que ça, c'est bien apprécié des gens. On peut sauver énormément de dollars au lieu d'acheter ça en petits sacs, là. Puis surtout le service, parce que c'est quelque chose qui est tellement pratique, on s'évite un paquet de... Oui, un paquet de manutention, puis on a différents produits de qualité, évidemment, aussi, de ce côté-là. Merci beaucoup, M. Paradis. Vous êtes vraiment... Vous portez bien votre nom. Bien, ça fait plaisir. Je pense que les gens doivent venir faire un tour. On est vraiment complet. Vous êtes ouvert à l'année, d'ailleurs. On est ouvert à l'année. On a un service approche client qu'on demande vraiment à nos employés d'être près des clients, de donner le meilleur service possible pour que les gens aient du plaisir et qui cultivent le bonheur. Cultive le bonheur, absolument. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au plaisir. Bonne saison à vous. Merci bien, c'est gentil. Vous savez, tantôt, on a parlé de plantes araignées pour ces petits bouts bruns. Une autre chose qui fait poser des questions aux gens, j'entends les gens dire des fois, « Ah, ma plante araignée ne fait pas de bébé, ça doit être parce que c'est une plante mâle. » Ça a l'air logique, pas de bébé, c'est une mâle, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, les plantes araignées, comme presque toutes les plantes, ont les deux sexes, mâle et femelle. Donc, c'est pas ça le problème. Et si vous regardez comme il faut, si on prend une tige ici, on peut voir qu'il y a une fleur au bout. Donc, l'explication se trouve là un petit peu. C'est que pour faire des bébés, il faut que la plante fleurisse de bord. La tige florale devient lourde, pleine de bébés plantes, comme ici, et retombe. C'est ça qui fait les bébés. Mais pour fleurir, qu'est-ce qu'une plante a besoin? Du soleil. Beaucoup de soleil. Donc, la plante araignée peut rester des années de temps avec juste les feuilles. Pas de fleurs, pas de bébés. Si vous leur donnez plus d'éclairage, la plante va se mettre à fleurir et à un moment donné, vous allez avoir tellement de bébés que vous ne saurez plus quoi faire avec. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est quoi faire avec un sol qui est glaiseux, argileux, un sol qui est lourd. Vous essayez de mettre une pelle dans la terre, on n'est pas capable quasiment. Le sol est détrempé au printemps, ça prend une éternité avant de sécher. Et quand ça sèche, ça craque. Ah, les racines ont des difficultés à pousser. Que faire avec ça? Il y a beaucoup de gens qui vont dire, et c'est l'air logique, vous savez, les mythes, ils ont souvent un petit bout de vérité là-dedans. C'est la logique. Écoutez, si la terre est tellement dure dans un sol glaiseux, c'est que les particules sont tellement fines. C'est comme la poussière d'air. Si on met de l'eau dans un morceau de glaise ici, si je mets de l'eau dessus, ça vient sur ma main, c'est vraiment comme une poudre. Quand vous prenez un bain de boue que vous avez payé très cher, on vous planche dans la glaise. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais les particules sont tellement fines qu'on ne les voit pas. Les gens disent, donc, ben voilà, c'est logique, on va prendre du sable et on va le mélanger à la glaise. Là, vous avez des particules beaucoup plus grosses, même on les voit. C'est pas gros, mettez vos lunettes. Mais avec le sable, vous allez pouvoir donc alléger, on va donner de l'espace pour l'air, pour les racines, ça va bien aller. Sauf ça ne marche pas comme ça. Si vous mélangez du sable avec la glaise, la glaise va entourer chaque particule de sable, puis en plus, il y a une légère décharge électrique qui va les faire coller ensemble. Ça va devenir quelque chose qui va ressembler à du béton. Vous avez empiré la situation plutôt que l'améliorer.
Donc, sable, glaise, mélangez jamais les deux ensemble, ça ne va pas. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est de prendre du compost et le mélanger à la glaise. Le compost va alléger, laisser passer l'air. Tant que ça dure, ça va rester plus léger. Le problème, ça va finir par un jour disparaître. Du compost, ça se décompose. En tant que jardinier paresseux, je suggère une autre technique complètement. Oubliez les deux. La glaise sur votre sol de base, laissez ça là. Rajoutez une bonne couche de bonne terre et jardinez là-dedans. Laissez la glaise au fond. Excellent sous-sol, la glaise. Et jardinez dans cette couche-là. 40 ans plus tard, vous allez toujours jardiner dans la même couche de bonne terre. Tous vos problèmes sont réglés. Donc ça explique la situation avec la glaise. Maintenant, un autre facteur à regarder, ce célèbre farine de sang, qu'on appelle aussi os moulu et d'autres noms semblables. Quand vous voyez ça dans un magasin, il y en a toujours sur place, et on va vous le recommander notamment pour la plantation. C'est supposé être un engrais intéressant pour la plantation. Le problème, c'est pas utile à grand-chose, ces produits-là. À l'origine, on prenait des os d'animaux avec le moelle, on les broyait, et la richesse était dans le moelle, pas dans l'os. Aujourd'hui, on fait quoi? On prend le moelle, on l'utilise pour d'autres choses, et on prend ce qui reste. Ce qui est surtout du calcium. Du calcium, au Québec, l'Est du Canada, il y en a en masse. On n'a jamais besoin d'en rajouter. Donc, on a rajouté du calcium pour pas grand-chose. Il y a quand même du phosphore là-dedans. Mais le phosphore, dans nos sols aussi, ça ne manque pas presque jamais. On n'a pas besoin de rajouter du phosphore à la plantation. Les gens disent que ça fait stimuler l'enracinement. Non, non, non. Il faut juste un minimum de phosphore pour que ça s'enracine bien. Moi, je suggère de l'oublier, de ne pas l'utiliser. Et le problème, bien sûr, quand vous mettez trop de phosphore, ça va où le phosphore? Dans les lacs et les rivières. Donc, vous êtes en train de polluer. Donc, c'est un peu plate, mais ce produit-là, même si tout le monde le vend, ce n'est pas un produit que je peux recommander. Aujourd'hui, je me trouve au Club Spa à Québec, sur le boulevard Louis XIV, et je suis en compagnie de Maxime Renaud. Bonjour, Maxime. Bonjour. Je crois que vous avez d'autres succursales ici au Québec. Effectivement, nous avons 3 succursales au Québec. Et si je ne m'abuse, c'est une entreprise qui est une entreprise familiale. Exact. Donc, depuis 1981, nous sommes une entreprise bien établie dans le domaine du spa. Maxime, quand je suis rentrée ici, j'ai été émerveillée d'abord pour la superficie du magasin, mais entre autres pour tous vos produits exceptionnels, les spas, les saunas. Et vous vous démarquez entre autres parce que vous êtes l'unique distributeur d'une compagnie qui s'appelle Arctic Spa. Effectivement, nous sommes l'unique distributeur d'un produit canadien qui est adapté à notre climat. Quand tu dis adapté à notre climat, on parle de quoi? On parle d'avoir un spa chaud l'hiver à peu de frais. On parle d'avoir un spa frais l'été pour se rafraîchir, donc qui s'adapte vraiment facilement. Puis au niveau de l'entretien, ça donne quoi? Bien, on peut en avoir un petit peu, mais on offre une filtration sans entretien, des cartouches sans entretien. On offre un système pour désinfecter votre eau sans entretien et sans test. Donc, si je comprends bien, c'est un système intelligent. Effectivement, c'est un système qui s'auto-analyse, fait que pas besoin de faire de tests de languette, de pH, de chlore. La machine prend tout pour elle, puis on fait juste regarder sur notre téléphone cellulaire qu'est-ce qu'il y en est. T'es pas sérieux? Oui, vraiment de la simplicité. Les gens ont peu de temps, donc on veut mettre un spa à la maison, mais on veut pas s'en occuper. Donc on Effectivement. cherche un minimum. Puis au niveau de tout ce qui est abri, au niveau du couvercle et tout ça, de l'entretien, c'est le même principe? Effectivement, le spa vient déjà avec tous les accessoires inclus, donc on n'a pas besoin de se casser la tête, est-ce que j'ai besoin de ça ou ça? Et on offre des couvercles qui sont plus résistants. Donc si vous êtes parti une semaine comme tout bon Québécois, Oui, à l'extérieur, à l'extérieur. pas besoin de déneiger, les couvercles sont très robustes, supportent beaucoup de neige, donc on peut le laisser aller puis pas se casser la tête, pas de souci. Puis j'imagine que tous les produits d'entretien se trouvent également disponibles en magasin. Effectivement, on offre des tests d'eau qui sont gratuits. Donc, pour le client, vous arrivez avec votre petite bouteille, ça prend 2 minutes, on vous sort l'analyse et vous suivez la recette gagnante pour avoir un eau parfaite. Au niveau des finitions, Maxime, j'imagine que Arctic Spa se démarque aussi par un matériel spécifique ou une finition particulière.
Au niveau de la finition extérieure, on se démarque par nos jupes en scène qui sont exclusives aux produits. À l'intérieur, le client a le choix, en fait, au niveau du design, de la couleur. Donc, on a plusieurs cuves qui correspondent à plusieurs besoins. Et Différentes places aussi, j'imagine, au nombre de places de personnes qu'on veut avoir dans notre spa. Amplement. Donc, je peux avoir un spa pour 2 personnes, je peux avoir un spa pour 8 personnes. C'est vraiment une question à partir de là, de chaque clientèle. Et puis, je regarde aussi à l'intérieur, il y a tout un système de jet qui est là pour agrémenter vraiment notre confort, j'imagine. Le confort, l'antiflottaison surtout, pour profiter d'un massage. Et on veut quelque chose qui est thérapeutique. Donc, les épaules, le nerf sciatique, les tunnels carpiens. On va chercher quelque chose qui est comme un peu un massothérapeute, mais dans notre propre cours. Et j'imagine que tu en as pour tous les budgets, parce que quand même, c'est un gros appareil, un bon investissement. Effectivement. Donc, on part dans les très petits budgets aux gens qui veulent la machine qui fait tout pour lui. J'imagine que ça peut être utilisé autant à l'intérieur d'une cour, dans un aménagement personnel, qu'à l'intérieur d'un centre plus élaboré, quelque chose de plus commercial. Exact. Donc, on en a pour des chalets locatifs, on en a pour les clients résidentiels, on en a pour le côté commercial. C'est vraiment à la discrétion à partir de là de chaque besoin. Et puis, je regarde quelque chose qui travaille mon regard. Vous avez aussi les saunas qui sont disponibles. Tu me parlais des matériaux, justement, qui peuvent être agencés à notre cour, à notre décor extérieur. Exact. Donc, le côté cèdre, des fois, du spa va très bien s'agencer avec un sauna qui est en cèdre. Et on peut avoir des saunas infrarouges, traditionnels, intérieurs, extérieurs. Donc, tout dépendamment des besoins du client et de la thérapie qu'on veut avoir. Tous les modèles sont disponibles et toutes les grandeurs. C'est ça, encore là, dépendamment du nombre de personnes qu'on veut avoir à l'intérieur du spa. Exact. Et se créer son propre centre de santé personnelle à la maison sans avoir à se déplacer. Magnifique. Ça compte vraiment tous nos besoins. Merci beaucoup, Maxime. Parmi les différents sujets aujourd'hui, on va parler aussi de mode café. Le mode café, dans bien des sites web, on en parle à gauche et à droite, comme si c'était le produit le plus extraordinaire au monde. C'est supposé d'éloigner les insectes qui s'attaquent à vos plantes. C'est supposé d'enrichir le sol. C'est supposé d'être presque miraculeux. C'est bon pour les maladies. Ça sert à tout. Puis dans le fond, ça sert à quelque chose, mais pas autant qu'on le pense. Le mode café, donc le résidu du café qu'on a fait chez soi, avec le filtre d'ailleurs, peut très bien aller dans le composteur, il n'y a pas de problème. Et on pourrait le mettre aussi dans le jardin. Mais il faut penser à quelques détails. D'abord, ça n'éloigne pas les insectes, ça n'éloigne pas les chats, ça n'éloigne rien. C'est juste un produit qui se décompose comme n'importe quel autre. C'est l'équivalent d'avoir mis des feuilles d'automne et les avez laissées décomposer. C'est bien correct, pas de problème là. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que le mode de café contient des produits toxiques. Quoi? Produits toxiques? Mais la caféine, vous savez, est toxique. L'être humain le boit parce qu'on aime la réaction que ça fait dans notre corps. Mais c'est toxique quand même. Et certaines plantes réagissent mal à la présence de caféine. Les tomates, les géraniums, c'est deux plantes qui aiment vraiment pas ça, tant qu'il y a encore de caféine. C'est ça que j'hésite beaucoup de le mettre dans le jardin au pied de vos plantes. Ça peut nuire à certaines, pas toutes, certaines plantes. Par contre, une fois que ça se décompose, il n'y a plus de problème. Donc, dans le compost, ce n'est pas une difficulté. Donc, prenez votre mode café avec le filtre dans le composteur, ça va se décomposer, la caféine va devenir du carbone et autres produits et tout le monde va être content. Plus de complications. Autre sujet là-dedans, les aiguilles de pin. On entend toujours dire les aiguilles de pin, c'est acide. Il ne faut pas les utiliser, il ne faut pas les mettre dans le compost, c'est trop acide. Mais qu'en est-il vraiment des aiguilles de pin? Bien, en fait, quand les aiguilles sont vertes, elles sont acides. Rendues au stade où c'est rendu brun, elles ne sont plus acides. Comment ça? Il se trouve quand les plantes se décomposent, elles changent de pH, acidité. 7, c'est neutre, plus que 7, c'est alcalin, moins, c'est acide. Puis le pH de presque n'importe quel produit va monter et baisser pendant la période de décomposition. Si vous prenez la mesure avec les aiguilles fraîches, vous allez voir c'est peut-être même 4, ce qui est très, très acide. Mais à la fin,
Quand c'est rendu brun, le pH des aiguilles de pin, d'habitude, se situe entre 6,2 et 6,8. Qu'est-ce qu'on veut pour nos plantes? 6,2 à 6,8. Par contre, ça ne s'intègre pas facilement dans le sol, les aiguilles de pin. Donc, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour changer le pH. Mais ça peut être un paillis. Alors qu'au Québec, on les brûle ou on les jette, aux États-Unis, c'est le paillis le plus vendu. Allez-y aux États-Unis, vous allez voir des ballots d'aiguilles de pin vendus comme paillis partout. Donc, on peut l'utiliser sans crainte de nuire. Et un petit détail, les limaces n'aiment pas les aiguilles de pin. Ça pourrait peut-être aider à les éloigner un petit peu. Dernier petit truc rapide, peinture d'émondage ou pâte d'émondage pour les blessures sur les troncs d'arbres. Supposément, ça empêche les microbes d'entrer. Ça ne marche pas du tout. Oubliez ça. Pas besoin de l'acheter. Et je vous donne un truc pour vous aider, plutôt que de nuire. Pourquoi pas utiliser le livre que j'ai écrit, les 1500 trucs du jardinier paresseux. Vous trouvez tous ces renseignements là-dedans, de A à Z, tous les détails que vous ne pouvez pas imaginer sur le jardinage dans un seul livre. Avec ça, je vous souhaite une excellente saison de jardinage sans dépenser votre temps à faire des choses inutilement. Merci beaucoup, Larry, pour tes précieux conseils. C'était un plaisir. Et pour ceux qui voudraient revoir l'émission, vous allez directement sur telemag.tv. Et puis nous, Larry, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Bonne semaine.